Mais que font ces militaires en tenue de plongeur en pleine forêt beachoise? Ils se préparent à un exercice d'envergure Weaver Shadow 25, la 3e édition. Une semaine passée sur le camp militaire de Beach prêté pour l'occasion. Objectif, neutraliser un poste de commandement ennemi. Après avoir été héliporté plus tôt dans la matinée, place maintenant à la 2e phase, ici sur l'étang de Aspesheet. Seul site en France adapté à ce type d'entraînement mené ici par la brigade du génie et le 1er régiment étranger de génie. Depuis l'eau, les plongeurs là, peuvent, lorsqu'ils sont en infiltration, palmage, tirer sur des cibles. Ils peuvent également le faire depuis des moyens type kayak. Et on peut également le faire avec des moyens plus mobiles, les embarcations à la fluviale du génie, qui peuvent également le faire avec des moyens plus lourds. Nos missions sur cet exercice, c'est surtout de faire des reconnaissances de berges pour pouvoir par la suite faire franchir des véhicules. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à vérifier qu'il n'y ait pas de présence ennemie et qu'il n'y ait pas de présence de mines. Les plongeurs de différents régiments sont divisés en 3 groupes. Donc ils ne se connaissent pas et doivent tout de même travailler ensemble. Un exercice subaquatique bien différent des opérations terrestres. On va favoriser une infiltration aquatique pour être beaucoup plus discret. Donc ça consiste aussi à avoir du matériel spécifique, des appareils de plongée, du matériel pour pouvoir éviter d'avoir froid. Donc des charges beaucoup plus lourdes que du matériel lambda qu'on pourrait avoir sur des missions terrestres. Et donc les plongeurs de combat, donc leur particularité, en plus d'être des combattants du génie, eh bien ils maîtrisent des vecteurs de mise en place particuliers. La plongée, la navigation, l'aérocordage à partir des hélicoptères, le parachutisme militaire. Une 60aine de plongeurs de combat de 7 régiments de génie de l'armée de terre ont participé à cet entraînement sur le camp militaire de Beach. Le coup de la bourse. Ce samedi soir, la boîte noire de la halle verrière de Meisenthal affichait complet. Près de 300 personnes sont venues découvrir la restitution d'un projet artistique inédit mené pendant 1 an par Paul Damour avec les habitants du pays de Beach. Intitulé « En passant par le pays de Beach », cette soirée immersive mêle concerts, expositions photos, films documentaires et même une bande dessinée musicale présentée en avant-première. Un travail collectif nourri de rencontres et d'histoires réelles récoltées dans tout le Beachherland. Sur scène, Paul Damour s'est entouré d'une chorale inclusive, de danseurs de l'atelier Décadence, d'écoliers et de choristes issus d'établissements d'aide par le travail. L'artiste a composé une série de chansons inspirées des habitants, des textes sensibles, parfois intimes, qui ont trouvé un écho particulier auprès du public. C'était un beau moment, généreux, posé à la fois, j'aimais bien, c'était intimiste et festif. Et là, j'ai eu le temps de croiser quelques personnes et qui m'ont dit voilà, que c'était un spectacle varié, avec plein de styles musicaux différents. Et ça, ça me touche particulièrement parce que je m'attache à ça. Moi, j'ai envie que chaque chanson colle à la personne avec qui je la fais. Et du coup, je suis hyper honoré et hyper touché que ça ait plu aux personnes et que ça ait parlé et qu'on ait compris cette diversité et ce lien par la musique. Entre émotions, rencontres et créations collectives, cette restitution marque l'aboutissement d'un projet artistique singulier, entièrement ancré dans le territoire. Tour du monde en musique avec le groupe AU et Adia. Pendant plus d'1 heure, ces 5 chanteuses et musiciennes nous embarquent dans un périple musical d'un pays à un autre. Des chants traditionnels, souvent politiquement engagés, inspirés de rencontres avec des personnes qui parlent différentes langues et viennent parfois de différents pays. Des sonorités lointaines, de la Bosnie, du Cameroun ou encore de la Serbie, avant de finir sur des empreintes plus locales, comme chez nos voisins alsaciens.
Des compositions uniques, agrémentées par une multitude de percussions, comme l'alfaya, un tambour utilisé généralement pour la batucada, des percussions traditionnelles en Amérique latine. Ce concert n'est que la première étape du voyage, car on retrouvera les artistes pour une veillée polyglotte. Un projet de création à découvrir le 13 mai 2026 au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. La nouvelle saison carnavalesque est officiellement lancée. L'intronisation du nouveau couple princier s'est tenue ce week-end à Sarreguemines, une soirée spéciale durant laquelle Kevin Ier et Élodie Première ont été présentés au public sous les applaudissements de toute la société carnavalesque. Pour eux, c'est une immense fierté, celle de représenter tout au long de l'année les couleurs et l'esprit du carnaval de Sarreguemines. C'est une fierté du coup d'être prince parce que du coup on représente la ville de Sarreguemines dans plusieurs carnavals. La fameuse cavalcade aussi, du coup, qui est la plus grande, qui est la nationale. Et du coup, c'est une joie. C'est une fierté, comme tous les couples princiers le disent, mais c'est aussi un rêve. Et j'y ai grandi, donc c'est vraiment une finalité pour moi. Enfin, c'est un accomplissement. Et je pense que pour moi, personnellement, ça va me changer. Je vais peut-être plus oser parler avec les gens. Du coup, c'est vraiment une bonne chose. Cette cérémonie a également marqué la fin du règne de l'ancien couple princier qui a remis sa couronne et ses attributs à ses successeurs. Un mini-couple princier composé de Ryan Ier et Maëlys Première a lui aussi été intronisé lors de cette soirée. Une mission symbolique transmise dans la plus pure des traditions. Elle est forte parce qu'on a au club carnavalesque amis du secteur qui viennent nous à notre rencontre le soir-là. Et on est content parce que cette soirée lance toute la saison carnavalesque à Sarreguemines pour faire la fête tous ensemble. Le principal, c'est d'avoir un couple princier pour régner sur la ville et le carnaval tout au long de la saison carnavalesque jusqu'au mercredi décembre où normalement le prince est condamné. Devant une salle comble, l'ambiance était chaleureuse, festive et surtout impatiente, car ce couronnement marque le début d'une nouvelle période de réjouissance. Le rendez-vous est désormais donné à partir du 1er février 2026 pour lancer officiellement le carnaval de Sarreguemines. Allez, hop, allez, hop, allez, hop. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, dans notre portrait de la semaine, on vous présente un fan de Tintin et son incroyable collection de livres, BD et accessoires en tout genre. Est-ce que vous aussi vous êtes collectionneur et si oui, que collectionnez-vous? N'hésitez pas également à nous partager des photos dans les commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo pour demain, on conservera un temps plutôt couvert mais sec. Côté température, les minimales iront de 0 à 1 degré et les maximales de 3 à 4 degrés. Demain, nous fêtons les Delphines et il fera jour de 7h56 à 16h41. Passez tous encore une belle journée et à demain! Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite, viens ici maintenant. Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e Rumbalé, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Vivez la magie d'un Noël faïencier du 21 novembre au 24 décembre à Sarreguemines.
Promenez-vous au cœur du centre-ville dans une ambiance de féerie avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Ne manquez pas le concert de Noël avec Robin Lian pour l'ouverture le 21 novembre à 18h et l'inauguration avec les Nomikis le 22 novembre à 17h. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 6 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ce mois-ci, dans Plat, partons à la découverte d'un lieu emblématique de Sarreguemines, le musée de la faïence. Installé dans les anciens appartements de Paul de Gaguerre, il conserve la mémoire d'une industrie qui a fait la renommée de la ville pendant près de 200 ans. En compagnie de la directrice Julie Kiffer, découvrons ensemble les collections permanentes, les expositions temporaires et les trésors cachés dans les réserves, et la nouvelle pièce maîtresse, le panneau Cléopâtre. Nous sillonnerons également le territoire à la découverte de ceux et celles qui le font vivre. Rendez-vous ce samedi midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler solidarité sur ce plateau. J'ai en face de moi Anne-Marie Haim, qui est responsable des Restos du Cœur du Pays de Bitche. Bonjour. Bonjour. Alors, en 1985, après l'appel de Coluche à la radio, les Restos du Cœur ont été créés et cela fait maintenant plus de 40 ans que la solidarité continue d'opérer. Anne-Marie Haim, toute première question, vous, votre implication dans cette belle cause, elle a commencé quand? Elle a commencé il y a bien plus que 5 ans. En fait, c'est un ami qui m'a dit « Écoute, maintenant tu es en retraite, ça t'intéresse ?» Bon, j'ai toujours eu un peu la fibre associative, ça date du temps des études, mais je suis allée au resto en me disant « On va cheminer ensemble pendant 1 an ou peut-être 2 », et puis c'est allé plus vite que prévu, et en fait, je me suis sentie bien dans cette action, dans cette activité, et il faut dire je ne suis pas seule. Donc, il y a plein de bénévoles avec vous. Plein de bénévoles qui nous accompagnent. Et à Bitche, du coup, qui a lancé cette initiative? Je crois que c'est Marianne Eulinger qui a lancé l'initiative à Bitche. Effectivement. Et donc à Bitche, on fonctionne effectivement depuis 40 ans. On n'est pas venu... mais un peu partout, c'est vrai, c'est allé très vite. Et en fait, on a été beaucoup aidé par l'armée qui, à l'époque, mais moi, à l'époque, je n'y étais pas, mais je le sais, qui a beaucoup aidé pour la logistique. Et c'est pour ça que les restos ont, j'allais dire, ont finalement mis le dépôt pour nos 11 autres centres, Sarreguemines, Frémin, Forbach, enfin tous ces centres, venaient s'approvisionner au dépôt de Bitche. C'est pas du tout intuitif, mais c'était historique, j'allais dire. Mais maintenant, tout a été regroupé à Metz pour une raison de bonne organisation. Et pour vous, alors 40 ans, c'est long déjà. Est-ce que c'est important pour vous que cette solidarité continue d'exister? Alors, je dirais presque malheureusement oui. Parce que la solidarité, on voit bien qu'il y en a besoin, mais d'un autre côté, on aimerait quand même qu'on ait moins d'adhérents à notre association. Et quand je dis adhérents, c'est pas les bénévoles, c'est les personnes accueillies. Or, actuellement, le chiffre monte, surtout cet été, on a eu plus de personnes qui ont demandé de l'aide. Et justement, si on s'attarde sur la dernière campagne par rapport aux dons et aux personnes qui sont venues vous voir, quel est le bilan? Alors la dernière campagne, du côté des personnes accueillies, j'allais dire, on a progressé, c'est donc un peu ce que je regrette. Du côté des dons, je pense que c'est un peu lié à la conjoncture actuelle, les dons ont quand même fortement diminué.
En octobre, nous avons fait une collecte. Alors c'est vrai qu'en octobre, on n'a pas la publicité de la collecte nationale du mois de mars. Et donc on a collecté à peu près la moitié. Grosse diminution Oui, par rapport une grosse à... diminution. ouais. Bon. Mais c'est quand même un apport qui est quand même bienvenu. Ça nous aide. Et quels sont les profils qui sont venus vous voir, les types de profils de personnes qui sont venus vous voir? Alors les profils sont quand même assez variés. On a alors les âges, on va de 18... Pour les adultes, je ne parle pas des enfants, on va de 18 ans à 85 ans, avec quand même un pic aux alentours de la cinquantaine. Et ce sont pour la moitié des personnes seules. Et le reste, c'est un peu ce qui est important, c'est les parents isolés, c'est-à-dire une maman avec les enfants ou au contraire le papa. Alors bien sûr, c'est les femmes qui portent cette charge, puisque j'ai regardé les chiffres avant de venir, il y avait 23 mamans solo pour 2 papas solo. Donc et pour ces personnes, c'est vraiment très difficile, parce que comment trouver un travail quand il faut s'occuper des enfants ? Soit il faut payer la crèche ou une nounou quand il n'y a pas de grands-parents sur place qui peuvent le faire. Donc c'est quand même les parents solos sont en grande difficulté. Ça, c'est sûr. Et vous êtes là pour eux, pour les Et recevoir. c'est ce qu'on essaye de faire. Alors on a aussi des jouets par rapport aux enfants. On essaie de faire des cadeaux d'anniversaire. On essaie d'apporter un petit plus. Alors c'est sûr que le petit plus, il n'est pas énorme. On ne peut jamais assurer tous les repas de ces familles. Mais je crois que c'est 5 ou 7 repas par semaine. Ça peut paraître peu, mais la plupart nous disent que ça les aide quand même réellement. Et en parlant justement de cette fin d'année, il y a la 41e campagne qui vient d'être lancée. Est-ce que les inscriptions, du coup, sont déjà ouvertes ? Oui, les inscriptions sont ouvertes et continuent. On inscrit, j'allais dire, tout au long de la saison. Mais alors les inscriptions, c'est toujours un moment un peu difficile, parce que c'est vrai qu'on leur demande des choses parfois un peu intimes, c'est-à-dire ce qu'ils ont en revenus. On tient compte des dépenses, on tient compte de certaines dettes. Mais c'est vrai qu'il faut nous montrer tout ça. Alors, c'est évident que tout ce qui est récolté comme renseignement ne sorte pas des restos. Il n'y a aucun lien avec d'autres organismes. De toute manière, le RGPD nous oblige à du sérieux. Tout est confidentiel, tout reste Absolument, confidentiel. absolument. Et les personnes qui font des inscriptions, on les appelle tout simplement les inscripteurs. On a une formation particulière. N'importe qui ne peut pas inscrire. D'accord. Et durant toutes les campagnes, que ce soit à Beach ou ailleurs, on pense aussi au travail des bénévoles qui sont là avec vous, qui s'impliquent énormément dans la cause. Combien vous en avez à Beach ? Alors actuellement, en chiffre global, on est une vingtaine, dont 15 sont là vraiment régulièrement. Les autres font des actions ponctuelles, mais j'allais dire on essaie de trouver la place pour chacun. C'est vrai que on est à la fois une petite épicerie, mais c'est aussi, il y a des bénévoles avec la salle café qui, j'allais dire, c'est des moments de discussion pour les gens aussi. Ils viennent pas que pour juste chercher un panier. Et d'ailleurs, on voit bien, il y en a qui restent la matinée juste pour discuter, pour sortir. Il ne faut pas oublier que pour certaines personnes, c'est le seul jour où ils sortent. À la limite, pour aller chez le médecin et faire quelques courses complémentaires, mais c'est parfois le seul jour où ils voient quelqu'un d'autre. Pour avoir un contact, pour discuter. Un contact, oui. Ça, c'est surtout pour les personnes âgées. Hein. Mais bon, on est là, ils savent qu'on est là. Et l'antenne de Beach, à part donc l'alimentaire, est une grande partie de vos activités. Ah oui. Quelles sont les autres activités que vous faites ? Alors les autres, on a donc le vestiaire. On a très peu d'autres activités. Déjà, il faut les bénévoles pour le faire. Et puis, il faut les locaux pour le faire. Là, on est un petit peu à l'étroit, mais on a quand même 2 bénévoles, dont une dame qui fait un peu de couture, une tirette qui ne tient plus, un bouton à mettre, parce que
là aussi, il y a plein de pauvreté, hein, on pourrait développer ça. Remettre un bouton et ne pas jeter le vêtement, c'est des petites choses comme ça. Et au niveau, on a un bénévole qui travaillait dans un service après-vente d'électroménager et qui va dire à la personne, oui, ça vaut le coup de le réparer. Il ne le fera pas lui-même, ou alors il demandera que la personne achète la pièce, il fera peut-être le travail, mais dès que ça devient plus important, il dira à la personne, est-ce que ça vaut le coup de le faire réparer ou est-ce que ça n'a plus aucun sens? Bon, c'est pas des grandes actions, mais ça rend service, oui. Ce sont des petites choses. Et donc, il y a ces activités annexes. Est-ce que, donc, il y a les dons, il y a les collectes. Est-ce que vous recevez d'autres aides? Je parle par rapport aux grandes entités, l'Europe ou l'État. Oui. Alors, effectivement, nos approvisionnements viennent en gros 3-4 sources. Il y a l'Europe qui participe à peu près pour un tiers. Il y a les Restos du Cœur eux-mêmes qui utilisent les dons pour acheter de la marchandise. Alors évidemment qu'ils ont, comme ils achètent en très grand volume, ils ont des prix préférables, mais on a aussi la participation sur place. On a des associations qui font des actions en faveur des Restos du Cœur. Par exemple, en demandant, au lieu d'un ticket d'entrée, ils demandent une boîte de conserve. Il y a certaines écoles, il y a... Par exemple, le lycée Tessier font une action petit gâteau et également de collecte alimentaire. On a des particuliers qui viennent et qui disent voilà, j'ai acheté ça pour vous. On est preneur de tout ce qui peut se manger. Ça nous aide et ça aide aussi à varier ce qu'on donne. Parce que malheureusement, c'est pas toujours très varié ce qu'on reçoit, mais ces dons-là, ce sont parfois des petits dons, mais accumulés, ça finit par faire beaucoup. On voit la solidarité des Restos du Cœur, on voit qu'il y a une solidarité qui se crée autour des Restos du Cœur, et ça c'est aussi important, qu'il y ait ce réseau de solidarité en tout cas autour de... Absolument, absolument. Alors les Restos du Cœur ne sont pas seuls sur le secteur, il y a la conférence Saint-Vincent-de-Paul et il y en a que j'oublie certainement. Donc c'est quand même le bénévolat. D'ailleurs le bénévolat est comptabilisé en temps de travail. Parce que pour que les restos puissent faire des demandes de subventions, surtout à l'Europe ou ailleurs, il faut qu'ils présentent un dossier. Alors là, je crois que tous les présidents d'associations savent ce que c'est que présenter un dossier de demande de subvention. Bon, ce n'est pas nous à Beach qui le faisons. C'est fait au niveau... c'est Forbach qui est le siège pour pas le Grand Est, pour Moselle-Est. Mais il faut leur donner des chiffres. Ça, c'est incontournable. Écoutez, merci beaucoup, Anne-Marie Heim, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, on vous montre le numéro de téléphone si vous souhaitez faire un don, soutenir le Resto du Cœur, ou même si vous souhaitez vous inscrire, vous avez ce numéro qui s'affiche sur l'écran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir reçus. Mais je vous en prie, et on souhaite que cette solidarité perdure, en tout cas. Oui, elle est nécessaire encore aujourd'hui. Très bien. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'est une collection que j'ai commencé maintenant il y a plus de 30 ans. Au début, moi j'aimais beaucoup Tintin, donc forcément mes parents, mes amis m'achetaient des objets, des affaires, des figurines à l'effigie du célèbre reporter. Et donc peu à peu, par le biais du dessin, qui est une autre de mes passions, puisque je recopiais du coup les cases des aventures de Tintin depuis tout petit, je me suis vraiment pris de passion pour ce petit reporter. Quand on lit un livre de Tintin, on voyage, et du coup ça a aussi poussé mon goût à la fois vers le voyage, puisque du coup moi je suis un grand fan de voyage, de découverte culturelle, de découverte de nouveaux horizons, et également, là je reviens vers Tintin, aussi un goût vers l'humain, puisque Tintin, on le sait bien, je prends l'exemple de Tintin au Tibet, qui est mon exemple favori, il ne va pas hésiter à aller à l'autre bout du monde pour sauver Chang, alors que pourtant tout le monde le dit mort dans un accident d'avion, et je trouve que c'est aussi une belle leçon de tolérance et d'ouverture humaine et d'ouverture aux autres, qui est véhiculée par Tintin, et je pense que du coup, cette collection a développé en moi tout ce faisceau, tout cet interstice de liens qui ont fait ce que je suis un petit peu aujourd'hui, finalement.
Étant enseignant et même à côté faisant beaucoup d'activités avec les enfants, je me suis déjà beaucoup servi du célèbre reporter, notamment pour travailler le dessin. En géographie, on peut bien évidemment s'appuyer sur des images de Tintin à travers les différents pays. La richesse des dialogues et des phylactères, évidemment, qu'on peut utiliser en étude de la langue, en français, avec les nombreuses expressions imagées, les métaphores, là je pense notamment au juron du capitaine Haddock, etc., qu'on peut trouver dans les albums de Tintin. Le travail sur les onomatopées, les idéogrammes, que j'ai aussi beaucoup utilisé, par exemple, je pense au capitaine Haddock qui se fâche régulièrement, etc. On a beaucoup d'idéogrammes, de bruitages, d'onomatopées, de stéréotypes qui sont très très riches à exploiter dans les albums de Tintin. Et donc pour moi, c'est vraiment une source inépuisable et insatiable d'inspiration et vraiment modélisante et édifiante pour les élèves, au-delà même des valeurs, je dirais un petit peu d'aventure et de découverte de l'autre, que j'espère transmettre aux élèves. La collection, elle s'agrandit toujours, puisque du coup, que ce soit par le biais de la sortie des pièces officielles chaque année, par le biais de pièces que je peux voir lors de mes voyages, lors de mes déplacements, etc., ou même par le biais tout simplement de cadeaux, de présents ou d'attention de mes élèves, de mes amis, de mon cercle familial, de mon cercle amical, cette collection ne cesse de s'étoffer, et j'espère qu'elle s'étoffera encore, puisque par définition, je pense qu'une collection, elle est toujours vouée à continuer. Comme toute collection, je pense que c'est des fois la place qui commence à manquer, mais du coup, on fait toujours preuve un petit peu d'imagination, d'inventivité et de créativité. Donc par exemple, vous voyez, je récupère par exemple des portiques dans les librairies, dans les magasins, voilà, pour essayer de mettre en valeur un petit peu les différents ouvrages. Je récupère des vitrines, des tables, etc. Et j'essaye vraiment aussi de réfléchir à l'agencement en créant du coup des vitrines un petit peu thématiques. La seule règle que je me mets par exemple, c'est que j'achète par contre très rarement de pièces sur Internet. Voilà, ça du coup, c'est un peu la facilité. Il y a des pièces que je recherche depuis pas mal de temps, notamment des petites séries en plastique des années 80-70. On les trouve sur les sites de vente Internet, mais moi j'essaye d'éviter parce que j'ai toujours envie d'avoir ce petit plaisir de faire les brocantes, d'aller chiner, d'aller un petit peu farfouiller dans les marchés aux puces, dans les boutiques spécialisées, dans les boutiques de revente de vieux jouets, pour avoir un petit peu cette petite exaltation du collectionneur, un petit peu de fouiller au fond des cartons, au fond des paquets, et de trouver la perle rare qui va faire la différence dans une collection. Au-delà d'une collection, cette pièce, c'est aussi un petit peu l'histoire de ma vie, et je dirais que chaque pièce, lorsqu'on la regarde, ou que je la regarde, ou que je la contemple, elle va me rappeler aussi un souvenir, une personne, un épisode, un événement marquant de ma vie ou de mon existence. Parce que c'est vraiment une collection qui a grandi avec moi, et qui j'espère va encore grandir avec moi, et comme dit, qui ne s'arrêtera jamais.